Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'assister à cette séance. Avant qu'on ne démarre, j'aimerais donc commencer par préciser euh, certains aspects logistiques. Nous souhaitons que cet échange soit le plus dynamique possible, donc n'hésitez pas donc à utiliser la fonction questions-réponses en bas de page ou la boîte à messagerie. Sachez qu'il y a l'interprétation, donc n'hésitez pas à choisir votre langue de choix. Donc, nos interprètes vont donc interpréter vers le français comme vers l'anglais. Je suis Safes Tivari. Je suis donc chargée de projet principal au sein de Dimagie. C'est une entreprise qui donc soutient les gouvernements avec des outils et des solutions numériques. Je serai donc le modérateur ou l'animateur de cette séance aujourd'hui. Avant de vous présenter les orateurs invités aujourd'hui, un tour de table rapidement sur le sujet. Nous sommes tous conscients donc des investissements qui ont été faits ou apportés. Et un rapport récent a souligné donc l'importance croissante des investissements à hauteur de milliards de dollars en matière donc de systèmes. Des systèmes qui, au bout de quelques années, sont vite obsolètes, remplacés par un autre système. Et donc, dans l'heure qui nous a été accordée, nous allons donc pouvoir échanger sur la question de la pérennisation des systèmes. Alors, nous allons commencer. Nous avons parmi nous Madame Lakshmi Balancharan, qui est donc directrice principale au sein de l'initiative Accès à la santé Clinton. Elle travaille avec des ministères de santé dans la conception et l'élaboration de technologies de transition. Lakshmi entrevoit également donc les systèmes ou les projets de numérisation, de distribution et de gestion des systèmes d'assurance ou encore d'approvisionnement, de chaîne d'approvisionnement plutôt, entre autres. Bienvenue Lakshmi. Ensuite, nous avons parmi nous Poppy Farrow, qui est donc une experte en matière de santé numérique et conseillère au sein du consortium. Elle est experte en matière de renforcement de capacité, avec une expertise également en matière de campagne de santé. Donc, bienvenue, Poppy. Ensuite, Maganizo Monawe. Donc, Monsieur Maganizo Monawe est donc conseiller principal en matière, conseiller technique principal en matière d'informatique dans la santé au sein du ministère de Santé du Malawi. Donc, merci à tous d'être ici. Alors, commençons avec Lakshmi. Vous avez travaillé et continuez à travailler avec une grande variété de gouvernements. Merci donc de nous présenter certains points saillants et puis vos pensées en matière de système d'éthique. Merci Sarvesh, merci de m'avoir invité et de m'accorder ce temps. Donc avec tout le travail mené pour lutter contre le paludisme, l'objet de cette conférence, les leçons qu'on retient, généralement et particulièrement quand il s'agit de palud, avec donc l'expérience émanant d'une vingtaine de pays et la digitalisation de campagnes telles que les insecticides, les campagnes sur les insecticides, par exemple, ainsi que gestion de systèmes de gestion de stock, et ainsi de suite. Donc nous avons œuvré en la matière sur les 5-7 dernières années, notamment on réfléchit à la pérennisation au moment où l'organisation CHAI donc, recule
Et on cherche donc à voir comment ce programme s'intègre dans l'architecture nationale et la pérennisation. Et comme ça, l'organisation s'éloigne de l'aspect mise en œuvre. Donc, j'ai préparé pour ce panel et en y réfléchissant, donc on a conçu la pérennisation à partir de plusieurs angles, financièrement parlant, que la technologie utilisée est donc viable, mis à jour, idéalement le plus possible, euh, donc issu donc libre d'accès. Après, il y a également les mises à jour particulières au pays et donc des mises à jour de tableaux de bord. Donc il y a d'un côté la pérennisation financière sur l'achat, l'entretien d'équipements, des ordinateurs portables et d'autres. Par ailleurs, il y a également la pérennisation du point de vue gestion et entretien de ces systèmes. Très souvent, cela relève des départements d'informatique au sein des ministères de santé qui disposent d'équipes très compétentes, mais trop petites, qui ont donc du mal à gérer l'intégralité des projets dans le pays. Et ainsi, c'est là où on donc, constate des lacunes potentielles et la gestion de ces systèmes, l'entretien pour les mises à jour nécessaires ou y apporter des modifications ponctuelles aux besoins. Il y a également au quotidien, donc les opérations quotidiennes, selon qui utilise ces systèmes, les agents de santé notamment, au niveau national, mais aussi au niveau sous-national, et les gestionnaires, les chefs de projet. Donc, il y a donc une longue liste d'activités qui revient donc à ces chefs de projet. Et donc, la gestion de ces activités au quotidien, l'efficacité de cette gestion doit également être prise en compte. Merci, Lakshmi. J'ai des questions qui s'en suivent, mais j'ai souhaité attendre et patienter. Je vais d'abord inviter Poppy à intervenir pour qu'elle nous parle davantage du consortium contre le paludisme. Poppy et moi-même avons déjà abordé les efforts en Mozambique, donc la naissance de cette idée et comment ce projet est devenu donc un projet au niveau national. Donc, merci de nous parler un peu de votre travail, de son agrandissement dans le pays. Et je suis très curieux quant aux défis évoqués par Lakshmi à l'instant, c'est-à-dire ce qui nous attend quand on agrandit le projet et sa pérennisation. Très bien. Alors, je peux tout à fait partager donc la trajectoire avec le public ici du consortium Malaria sur 18 mois. Vous êtes donc spécialiste de santé numérique. Voilà, j'ai adapté ce programme à mi-chemin. Le consortium contre le paludisme a démarré en 2016. Une plateforme au Mozambique qui a commencé avec 1000 agents de santé communautaires. Alors, ce qui a démarré à l'origine comme une plateforme ICCM, qui aujourd'hui s'est transformée au fil des années. Voilà donc le cheminement. Ce qui était un simple outil de soutien s'est agrandi. Cet outil a été conçu pour aider et orienter les agents de santé, pour donc épauler et soutenir la pose de diagnostic auprès donc, des patients enfants, par exemple. Donc aujourd'hui, nous avons donc agrandi ce projet. On compte au-delà de 3500 utilisateurs avec autant d'agents de
santé communautaire. La couverture, on peut parler de 9 sur 10 des provinces au Mozambique seraient concernées. Et à ce jour, nous avons pu donc être prestataires de services à des millions de ménages. L'idée étant donc de numériser 8000 agents d'ici 2024. Donc voilà rapidement. Merci pour la prochaine diapo. Alors, voici donc les objectifs premiers, donc les objectifs initiaux. C'était un outil qui a été conçu pour améliorer la qualité des services de santé au niveau communautaire en répondant à des défis des agents de santé, donc une adhésion insuffisante aux orientations communautaires, un déficit d'accès à l'information. Et voilà donc ces 3 objectifs. Donc, mieux gérer les consultations, un meilleur suivi des patients et une éducation à la santé. Donc, avec un curriculum numérisé entièrement. Ensuite, nous avons pu mettre à disposition un système de supervision pour élargir donc le champ de vision. Donc au-delà du simple projet ICCM, nous avons donc un outil de supervision. Nous avons également élaboré donc un système de gestion assez complexe du stock pour toujours avoir donc une connaissance détaillée des médicaments disponibles grâce à l'usage d'une tablette. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Encore une fois, voici donc une illustration pour vous montrer le contenu ou l'étendue de notre intervention, donc nutrition, de consultation donc néonatale, des services de premier secours, et ainsi de suite. On en parlera plus tard, mais en gros, ce sont là des exigences. Et cette expansion est survenue soit d'une demande d'un bailleur, ou encore du ministère de la Santé, ou d'autres bailleurs qui se sont impliqués au fil des 5 années. Prochaine diapo. Alors, pour aller dans des détails, voici la variété de cas à gérer avec 18 modules. Donc cette expansion a ses avantages, mais comme ses inconvénients, j'en dirai plus tard. Mais si on parcourt rapidement au rapport, au système d'établissement de rapport, alors ce qui revient de ces 3500 usagers, sachez que nous avons donc un serveur plus une base de données DHIS selon ce que le ministère de la Santé souhaite visualiser dans les rapports. Les données restent, ceci dit, et je l'aborderai plus tard, sur tout ce qui a trait à la pérennisation. Je pense que c'était la dernière diapo. Alors, en effet, c'est un système gigantesque, tentaculaire, c'est-à-dire que plusieurs domaines sont concernés désormais. J'aimerais donc à ce stade inviter Maganisé sur la question suivante, et Lakshmi l'avait évoqué, les défis liés donc à une équipe de petite taille, le travail avec le ministère de la Santé. Vous avez donc votre expérience, votre vécu. Merci de nous faire un retour d'expérience sur comment
le gouvernement du Malawi a pu donc résoudre cette problématique de ressources humaines aux multiples moments donc d'agrandissement des projets. Pardon, vous posez la question à qui? À Maganize. C'est ça, c'est ça. La question lui est destinée, en effet. Oui, merci beaucoup, Sarvesh. Bonsoir à tous. Alors, j'ai travaillé pour le ministère de la Santé, donc du côté du gouvernement, mais aussi avec les bailleurs. Donc, dans un pays comme le Malawi, avec des contraintes financières, mais aussi des contraintes en matière de ressources humaines, la mise en œuvre des projets nous coûte beaucoup plus. Ainsi, c'est un des défis les plus importants. Donc, avec une petite équipe, une équipe modeste, il faut être plus prévoyant en matière de coordination. Une équipe technique s'impose. L'équipe de déploiement, les programmateurs doivent tous travailler en collaboration. Et donc, la taille modeste de l'équipe nous coûte plus de temps. Il faudrait considérer donc les usagers finaux, donc à travers du processus de transition. Et ceci peut durer trop longtemps, c'est-à-dire d'1 an à 3 ans. Donc voilà, si vous multipliez ces délais à travers donc le nombre de systèmes que vous gérez, donc vous êtes en train donc de maximiser le peu de ressources dont vous disposez. Et faute donc de coordination optimale, faute de temps aussi, ces usagers finaux, vous constatez que sans doute que l'adoption de ce système n'aura pas été efficace. Ensuite, qui dit déploiement de système implique également en matière de gestion du changement. Plus vous déployez de systèmes, les problèmes se multiplient. Donc, voilà certaines des problématiques qui se sont présentées, surtout si l'on compose avec des équipes trop restreintes à travers plusieurs systèmes. Alors, en travaillant avec le gouvernement d'un côté et avec des partenaires d'un autre, et face à un scénario tel, en matière de pérennisation et d'harmonisation, je pense qu'il faudrait donc une approche d'ensemble pour chercher à résoudre donc les goulets d'étranglement. Donc pour parler d'investissement commun, pour éviter les doublons, les équipes restreintes disponibles auprès du gouvernement ont donc un potentiel limité et l'approche multisystème réduit également donc l'appropriation que pourrait avoir un gouvernement donné. Et donc cette adhésion, cette appropriation de ces plateformes, de ces solutions numériques qui contribuent énormément en vue d'une pérennisation de tout système. Il est donc important donc d'être suffisamment financé
Donc, pour l'instant, je m'en arrêterai là, mais la question donc de ressources humaines limitées ou des petites équipes au sein des ministères de santé est une véritable problématique et nuit à la pérennisation, surtout en fonction de l'harmonisation souhaitée. Merci. Merci beaucoup, Maganizo. Alors, je constate qu'il y a eu certaines plaintes sur le son, qu'on entendait mal, qu'il y a eu des interférences audio. Alors, je résume. Donc, le fait de chercher d'harmoniser les approches, solutions clés à la pérennisation de ces systèmes numériques. Très bien. Alors, Lakshmi, je reviens vers vous. Je vous pose cette question et je sais que vous disiez travailler avec une vingtaine de gouvernements. J'imagine la complexité justement d'harmoniser les points de vue et les approches avec cette diversité de priorités aussi. Donc, comment est-ce que vous et votre équipe avez-vous pu donc gérer la question donc de l'adhésion, de l'appropriation? Oui, tout à fait. Ce processus d'harmonisation prend beaucoup de temps. Nous avons travaillé avec le consortium malaria au paludisme. Et ce processus, par exemple, a duré au moins 3 à 4 ans. La première année a surtout porté sur des consultations, cherchant à sélectionner donc les bons interlocuteurs sur la question du paludisme, mais aussi les sous-thèmes du paludisme. Donc, le contrôle des vecteurs, ou encore la veille, l'étymologie, et plusieurs discussions selon les groupes de travail techniques. Quel système, quels indicateurs, quelles décisions, quels indicateurs à nouveau. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ces décisions? Qu'est-ce qu'il faut recueillir? Comment donc intégrer tous ces systèmes existants pour ce recueil de données? Donc, ce processus-là est très onéreux en termes de temps et rapprocher toute personne du côté gouvernement et du côté des bailleurs de fonds est aussi compliqué. Donc, l'équilibre est assez délicat. Ne pas perdre le souffle, maintenir l'élan et garder en tête donc les aspects liés à la numérisation. On cherche à éviter de ne faire que de parler. On veut également du concret, c'est-à-dire la mise en œuvre du système consenti. Des fois, on se contente donc de petites victoires et on continue donc à chercher à rassembler les parties prenantes concernées. Merci beaucoup, Lakshmi. Alors, il était question donc du Mozambique et de l'intervention de Poppy. Alors, vous avez évoqué les multiples modules que vous avez mis en place au fil des années. Est-ce que, Poppy, vous pourriez donc m'éclairer sur ces modules qui ont été rajoutés? Alors, comment donc marier toutes les priorités ainsi que l'efficacité du système malgré tout? Alors, justement, c'est là où les choses se corsent et la coordination et la gouvernance jouent un rôle vital. Ces modules supplémentaires ont été ajoutés, à mon avis, parce que nous avions donc un champion qui a joué un rôle important en matière de pérennisation et il a fallu aussi gérer donc ces multiples partenaires et avoir un champion dans son équipe justement propulse est un agent magnifique de plaidoyer et de visibilité pour
attirer davantage de soutien, mais aussi d'adhésion du côté du gouvernement. Alors, l'équilibre est délicat, certes, en étant donc un partenaire de mise en œuvre, mais aussi savoir où on peut donc nous arrêter et se dire qu'on arrête donc d'agrandir. Donc, qu'il s'agisse du point de vue d'un bailleur de fonds, du côté d'un gouvernement. Donc, vous souhaitez donc tirer profit d'un système que vous cherchez à agrandir. Donc, en continuant à agrandir une plateforme, la question est de savoir si ce système reste conforme à la stratégie nationale du pays. Par exemple, au vu de la taille de ce projet, est-ce que le serveur actuel du gouvernement, si l'on devait faire donc une transition, ce qu'on envisage de faire lors de du prochain cycle, Donc peut-être à travers, mais avec des modules suivant les données qui ont été rajoutées. Donc il existe des questions concernant les compétences au sein des ministères. Et au fur et à mesure que les demandes ou les questions augmentent, d'une certaine manière l'infrastructure, on se pose également la question, est-ce que l'infrastructure suit? Absolument. Je pense également que les moyens sont les défis principaux quand on parle de la pérennité. Peut-être que quand on réfléchit au système que nous déployons, aux compétences également sont importants. L'un des défis que nous, quand nous faisons la conception d'un outil, il est très important de poser la question, est-ce que nous concevons des produits qui répondent aux besoins? Je vais poser ma question maintenant. Avant d'aller vers les questions, est-ce que vous avez des questions vous avez des questions, l'auditoire? Vous pouvez poser des questions à travers la boîte à discussion. Avant de poser mes questions, l'auditoire. Je vais voir donc les questions de l'auditoire. Alors, ma question pour vous est, nous devons passer d'un système à un autre. Soit nous rajoutons nous devons trouver des technologies plus réactualisées. Nous avons souvent des coûts supplémentaires. Et j'aimerais discuter des risques financiers et la pérennité qui entoure cet élément. Quand nous passons d'un système à un autre, nous avons les coûts de la formation, nous avons qui est l'hôte, qui n'est pas l'hôte. Et nous devons également, ce sont les grands défis que nous avons dans ces systèmes qui changent constamment et dans une technologie qui change. Est-ce que vous pouvez répondre à la question concernant comment faites-vous face à ces systèmes qui changent constamment? Maganizo, est-ce que vous m'entendez? Je suis désolée, je parlais, mais Manizo, j'étais can you hear us? en sourdine. Merci pour la If you question. are Oh, speaking J'espère que by vous sorry, your pouvez sorry, microphone, sorry. m'entendre. I was still on mute. Je Sorry. dirais que le changement est toujours So bon, thank you for the de question. temps en I hope temps. now you can hear me. De temps en temps, elle nous expose I à was de saying nouvelles promesses, de change nouveaux is good. développements et de nouvelles façons de faire les Sometimes choses. Des nouvelles it choses et de faire les choses exposes de us façon différente et to de façon meilleure. Mais le changement également a ses propres défis que nous devons gérer. Et notamment quand nous faisons ceci de façon constante. Donc quand vous introduisez un système, il existe toujours un groupe de personnes, peut-être les technocrates, les décideurs, vous êtes d'un côté et vous avez également les utilisateurs finaux de l'autre côté. Et je pense que dans l'introduction d'un système, vous voulez atteindre des objectifs. Et généralement, la meilleure manière de le faire est que les utilisateurs finaux puissent accepter les changements. De temps en temps,
Et les changements fréquents donnent de l'instabilité, manque de confiance dans le système de la part des utilisateurs finaux. Comme vous devez le savoir, quand nous introduisons un système, il est rare que ça se passe de façon douce ou de façon fluide. Ça prend toujours du temps avant que les personnes puissent se sentir bien et qu'on puisse décoller. Ce sont là quelques changements, quelques défis dus au changement. Donc nous devons, nous devons renforcer les compétences des utilisateurs. Nous devons également contrer cette résistance au changement. Ceci est des fois la phobie du commencement de nouvelles choses. De temps en temps, vous perdez certains de vos utilisateurs finaux qui ne veulent pas utiliser les nouveaux systèmes. Ce sont les facteurs clés. Je sais que je connais d'autres situations au Malawi où nous avons changé d'un vieux système vers un nouveau système. Mais le vieux système était toujours accessible aux nouveaux utilisateurs. Et la majorité d'entre eux préféraient utiliser le vieux système pour leurs propres ressources. Et ils se sont habitués à comment ce système, à s'habituer au lieu d'avoir le nouveau système et de connaître comment ce nouveau système fonctionnait. Ce sont l'un des défis. En plus des coûts, en matière de renforcement des capacités, euh, quand vous changez, quand vous créez des changements, vous ne créez pas, vous devez réactualiser les compétences de votre personnel technique. Vous devez actualiser également l'infrastructure. Et de temps en temps, les utilisateurs finaux n'ont pas l'outil, qui va être utilisé. Là, vous avez, ou les appareils, c'est ce que je dis. Alors, je dirais que le changement est quelque chose de bon. Cela veut dire également que si vous ramenez une meilleure gestion, une meilleure coordination pour le changement, et le changement peut vous permettre de livrer des services de santé extraordinaires. Voilà, c'est ce que je vois et ce que je pourrais dire. Très bien. Ceci aide beaucoup. Vous savez, vous avez parlé de la phobie qui parle de l'adoption de l'utilisateur. Et quand nous passons d'un système à un autre, ou utiliser un service vers un autre et qu'il publie une nouvelle version, nous prenons toujours du temps de réorienter l'utilisateur final et de les motiver à utiliser ce système. Je voulais changer un peu et parler des vieilles conceptions de nouveaux plateformes. J'aimerais revenir vers vous, Poppy, car encore une fois, les systèmes nous mènent vers les systèmes haut de gamme, disons, ou bien l'amélioration des systèmes en matière de conception. Comment la conception peut nous mener vers une intégration et une modernisation des systèmes? Ça veut dire que si la conception n'est pas vraiment ce que nous cherchons, alors la tendance serait de revenir et de ne plus utiliser, de repartir et de ne pas utiliser le système. Est-ce que c'est quelque chose dont vous faites face? Est-ce qu'il existe une corrélation entre comment les utilisateurs expérimentent le système et la pérennité de ce système? Oui, je l'avais discuté auparavant, mais nous avons vu beaucoup d'assistance. Nous avons tous vu des systèmes numériques qui n'avaient pas marché avant qu'ils ne soient déployés. Et juste avant même, au mode de préparation, vous devez planifier pour le long terme. Comme nous avons discuté, la pérennité ne se passe pas en une nuit, du jour au lendemain. Il est très important. Vous avez besoin d'engagement, un appui constant, un partenaire et un donateur constant pour qu'ils puissent être déployés. C'est là où des partenaires de mise en œuvre sont importants pour éviter tout échec dès le début et avant le déploiement. Par exemple, encore une fois,
pour revenir au ICHSS au Mozambique, nous sommes à la 4e année et là, notre apprentissage est le suivant, c'est que nous devons peut-être considérer un modèle local, d'hôte local, mais nous sommes dans une position maintenant où nous pouvons déployer ce système. Et c'est une autre priorité pour l'année prochaine. Encore une fois, c'est une plateforme complexe. Et nous avons également ces coûts d'enregistrement qui empêchent la pérennité à long terme. Et je pense qu'il n'est pas juste d'attendre à ce que les gouvernements puissent absorber ces coûts. Encore une fois, ceci paraît comme un élément flou, mais je pense que nous recherchons de la mise en place de modèles de hôtes locaux et nous faisons l'intégration vers le MHMIS. Alors, où nous sommes-nous en matière de réfléchir à la campagne ou d'outils de numérisation locale? Nous commençons déjà à réfléchir aux premières étapes et encore une fois, quelles sont les orientations nationales? Quel est l'outil? Et s'il existe, est-ce que nous avons une solution locale pour respecter et à nous aligner aux objectifs nationaux et régionaux? Est-ce que nous pouvons prendre tout ce qui est nous pouvons prendre ces systèmes numériques locaux où que nous pouvons réactualiser ces systèmes, par exemple au Mozambique par rapport à une nouvelle campagne, et nous devons également ces faits supplémentaires où rien n'a été numérisé, par exemple en Afrique de l'Ouest en matière de prévention contre le paludisme et que nous devons prendre. Vous savez, vous avez cette coordination qui se chevauche entre la réactualisation qui est à la 5e année. Et là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on aurait pu nous améliorer il y a 5 ans de cela pour ne pas dupliquer les mêmes défis et les mêmes problèmes dans un nouvel environnement? Ce qui est sûr, la conception doit pas venir dès le début, à partir de l'étape de préparation. Et je réfléchis ici quel type de vecteur de la conception nous devons avoir. Des choses comme les coûts des équipements qui sont extrêmement chers. Est-ce qu'on peut réfléchir de conception pour aider les travailleurs? Est-ce qu'on peut recruter des employés qui ont des équipements? Il ne s'agit pas seulement la conception de la plateforme qui est chère, c'est l'opération, la conception il est important de réfléchir comme nous pouvons effectuer des formations virtuelles, car il est cher de faire des formations présentielles que nous devons financer. Donc, il existe des manières que nous pouvons modifier tout cela. Nous avons ici d'excellentes idées. Vous avez parlé des spécificités concernant l'importance de la formation, notamment pendant la pandémie. Nous avons fait ces défis pendant ces 2 dernières années en matière de sécurité et la conception, l'importance. Un autre point que je fais face, un des problèmes en matière de conception est que nous avons ce concept autour de données qui sous-tend tous nos plateformes. Et il est très important d'inclure les fournisseurs de services d'informatique et il est important de se conformer aux politiques de CSA. Il est important de réfléchir en conception des exigences des données pour capturer ces données au niveau communautaire. Et je pense que ceci n'est pas assez souligné quand on réfléchit à la conception de type de partenariat et d'engagement. Oui, c'est un excellent point. Maintenant, je vais partager. Est-ce qu'il existe maintenant des bonnes pratiques? Meganizo Poppy avait mentionné d'expériences, de réactualisation et d'aller vers de nouvelles zones géographiques. Est-ce que vous avez de bonnes pratiques, Meganizo, ou de vos partenaires en termes de... et peut-être même les défis, et est-ce que vous pouvez rebondir sur certains défis dont Poppy vient de mentionner? Et généralement, je sais que vous avez parlé de l'exploitation du département des TIC ou de l'informatique. Est-ce que vous pouvez donner plus d'informations? Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Poppy vient de dire. Je pense que l'une des choses les plus importantes que nous avons appris est que nous devons réfléchir à la pérennité au tout début. C'est ce que Poppy mentionnait, c'est qu'il est important de réfléchir qu'est-ce qui se passe quand le système est réactualisé. Est-ce que le système est répétable et pérenne dès le début?
Et ceci veut dire ça veut dire être impliqué, même si c'est un système spécifique au paludisme sur lequel vous travaillez et qui implique des parties prenantes élargies comme la santé des systèmes d'éthique dans ce système, car ce sont ceux qui vont gérer ce système. Et en réfléchissant également, je pense que ça dépend d'un pays à un autre sur comment ces systèmes sont gérés, mais les ministères de santé, les coûts et ainsi de suite sont importants. Bien que nous avons des leçons que nous pouvons partager entre les pays, nous n'avons pas une approche individuelle en matière de gestion de ces plateformes ou de ces systèmes. Nous avons un peu des checklists que nous revoyons avant d'aller profondément dans la sélection des technologies ou en mettant en œuvre des technologies. Il est important de nous assurer que les technologies sont mises en place du point de vue de la gouvernance, mais également du point de vue utilisation, elles soient répétables, pérennes, même si l'objectif primaire est plus d'avoir une échelle une échelle un peu plus limitée. C'est ce que j'avais à dire. Très bien. Je vois que nous avons une question. Peut-être qu'on pourrait prendre cette question avant d'aller de l'avant. Je vais poser cette question en termes de financement. Quel serait, peut-être que le secteur privé est important en matière de déploiement et de réactualisation des plateformes. Est-ce que certains des panélistes pourraient donner la définition de la pérennité? Excellente question en fait. Je donne la parole à n'importe quelle personne qui pense que ce soit Poppy ou Maganizo voudrait répondre. Comment pouvez-vous définir la pérennité dans votre programme? Je pense que c'est une excellente question. Je pourrais y répondre puisque je dois partir dans 5 minutes. Je pense qu'il est très difficile de dire que le secteur privé, je ne suis pas sûre si la question a été posée ou pas, mais le secteur privé est celui qui assure ou le gardien de la pérennité, notamment en matière de santé publique. Selon ma perspective et notre, nous voyons le côté financier de la pérennité et de s'assurer que les coûts continus du système sont inclus dans le budget du gouvernement. Ces budgets gouvernementaux pourraient, dans certains pays, notamment en matière de paludisme, pourraient être financés soit par le Fonds mondial ou par d'autres donateurs ou des bailleurs de fonds. Mais il existe une source à long terme au lieu d'avoir des bourses limitées. Donc la première priorité pour nous est de faire en sorte à ce que le ministère de la Santé ait ce budget pour soutenir et appuyer la technologie et puis soit à travers le financement propre du ministère de la Santé ou de n'importe quelle manière sur laquelle ils financent leur programme. C'est notre approche actuelle aux aspects financiers. Oui, je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, je pense que c'est une ambition à long terme que nous savons est difficile. Et même, par exemple, le fait que le gouvernement s'approprie et finance un téléphone portable ou le système monétaire ou la maintenance ou la réparation est un effort extraordinaire. Donc l'opération, du point de vue opérationnel, comment je définis la pérennité? C'est utiliser un outil mondial qui a un code ouvert, que le ministère lui-même a dédié des individus qui ont le renforcement des capacités pour lire la plateforme indépendamment de tout ajustement ou encouragement et sans dépendre de compagnies tech pour le faire à leur place. Encore une fois, la pérennité des données que le ministre doit s'approprier les données, la gérer, le flux, voir les analyses, ne pas être une tierce dans les terminaux d'une tierce partie. Donc, du point de vue opérationnel, c'est
c'est peut-être il peut être financé pour les données, mais en termes de configuration de plateforme, ils doivent être l'autonomie. C'est pour moi la pérennité. C'est ce qui se passe en Ouganda, où nous avons un projet dans le district de Iwi, où le gouvernement voulait que ces données seraient leurs propres et qu'ils soient dans leur serveur. Ils ont été formés sur comment ils peuvent configurer l'outil communautaire et ils ont eu de très bonnes pratiques sur le terrain. C'est ce que cela veut dire pour moi. Merci beaucoup. Je voulais poser la même question à Maganizo, mais de façon différente. Maganizo, la pérennité financière est revenue à plusieurs reprises dans ces conversations. Et je sais dans les programmes de ANSI, en utilisant les coûts de la licence, ce sont des coûts récurrents. Mais il est important de prendre ces coûts quand on décide de la plateforme à utiliser. Maganizo, quand on réfléchit comment la conceptualisation des données et comment on crée des systèmes pour avoir des données en temps réel, les coûts de maintenance, des infrastructures téléphoniques. Quelle est votre expérience en matière avec le ministère de la Santé au Malawi et comment gérez-vous de tels défis? Merci beaucoup, Sarvish. Je pense que la composante financière est un élément clé pour la pérennité et je pense, comme il a été mentionné, il existe de petites choses comme l'inscription mensuelle, même c'est $20 ou $15 le mois. Le temps en air, les bandes passantes, ce sont des actions routines, mais vous devez mettre un coût de l'argent et ils deviennent avec le temps un problème dans la mise en place de ces systèmes. Et donc, je pense qu'il existe de façons de les contourner. Je pense que les gouvernements essaient de ce qu'ils essaient de faire, du moins au Malawi. J'ai discuté avec mes collègues du Mozambique concernant l'abritation. Nous avons beaucoup d'infrastructures. Nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures pour l'abritation locale. Mais au final, ceci vous permet de gérer ces systèmes sans... bien sûr, il existe d'autres coûts connexes, mais ces coûts ne sont pas obligatoires à un certain moment et qui ne vous font pas perdre de service. C'est l'une des choses. Il existe d'autres solutions que nous avons mises en place. Nous avons essayé dans d'autres pays, mais ce que nous faisons, des systèmes HEPA où nous utilisons avec le gouvernement, le e-gouvernement, nous comptons sur eux pour mettre la connectivité avec la lumière, l'électricité et à travers l'harmonisation pour avoir le soutien de d'autres bailleurs de fonds pour qu'ils puissent nous aider dans ce sens. Donc actuellement, nous avons tous les systèmes que nous utilisons. Nous coordonnons avec les partenaires pour que plus d'utilisateurs finaux puissent avoir le système. S'ils peuvent télécharger des données, ils peuvent le faire. S'ils veulent avoir d'autres services Internet, ils peuvent utiliser leur propre bande passante. Mais nous essayons d'harmoniser le tout pour que peut-être si les bailleurs de fonds actuels, puisque la majorité des fonds viennent à travers les bailleurs de fonds, s'ils mettent l'accent sur cet élément, on pourrait attirer d'autres bailleurs de fonds pour nous soutenir, mais avec la coordination du gouvernement. Et je pense que c'est l'un des problèmes clés également. La majorité des choses à faire sont faciles. Si le gouvernement est à l'avant, il ne faut pas arrêter la participation des partenaires, mais si les systèmes
paraît appartenir au gouvernement. Alors les problèmes des données, il est facile d'approcher d'autres bailleurs de fonds pour qu'ils puissent participer dans cet investissement. Et de cette manière, pourquoi alors ils peuvent le voir comme un appui au gouvernement et non pas un appui à une mise en œuvre seulement. Ce sont là certaines manières que nous pensons ou que nous avons vécues en termes de résolution des problèmes de financement. Je pense qu'un bon point que nous avons discuté, il faut s'assurer que le gouvernement soit impliqué dans la budgétisation. Je pense que c'est un processus important, mais nous estimons également que chaque année, nous avons une mise, un forfait qui est mis en place pour que les investissements puissent être maintenus. Là, vous avez quelques domaines. Je viens de mentionner quelques idées en matière de pérennité financière. Merci beaucoup, Maganizo. Maintenant, peut-être qu'on pourrait ouvrir la voie au plancher et à l'auditoire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre sur la boîte à discussion. Je vois qu'il existe un commentaire de Jocelyne où elle avait dit qu'elle avait discuté avec le gouvernement, que le gouvernement devrait s'approprier et exploiter ce dialogue pour avoir des services gratuits. Nous n'avons pas beaucoup de questions. Autrement, oui, Maganizo. Je voulais souligner un élément. Vous m'avez un peu concernant le secteur privé et la pérennité. Je pense qu'il existe toujours de l'espace pour que le secteur privé puisse participer. Nous l'appelons un partenariat public-privé. Et je pense également qu'il est important de voir le modèle commercial. J'en ai pas vu de bon jusqu'à présent. Je pense que d'un côté, comme c'est le cas pour le Malawi, les soins de santé sont gratuits. Nous avons bien sûr l'assurance, mais en général, la santé publique est gratuite. Donc cela veut dire que quand vous ramenez le secteur, une participation privée, ceci doit être pris en considération. Donc, je pense que le problème est de régler le problème du modèle. Quel modèle nous devons adopter? Et en fait, le secteur privé peut soutenir et pourrait même aider pour faire face à certains des défis que nous avons. Merci beaucoup. Absolument. Nous avons également qu'en Inde, nous avions un projet pour la nutrition et les défis que nous avions en ce temps-là et comment avoir un partenariat avec les différents secteurs, et qui va payer pourquoi. Nous n'avions pas une seule personne qui devait gérer tout pour s'assurer que tout allait être aussi fluide que possible. Nous avions eu un partenariat, mais également nous avions des coûts. Nous devions prendre en considération les coûts qui n'étaient pas forcément très clairs dès le début. Une des choses que nous rencontrons, l'une des choses est ce potentiel que le modèle d'appropriation de numérisation pourrait être fragmenté ou partagé entre une division de la santé communautaire et le NCP. Vous savez, nous avons cette discussion concernant l'introduction de nouveaux outils de campagne dans la division NMCP. Donc, je pense, encore une fois, nous avons l'attente, donc nous pensons que nous devons rationaliser ces outils. Quand j'ai parlé de où ils devaient être abrités, quand j'ai terminé, quand ils sont disséminés, où est-ce qu'ils doivent être, qui va payer? On se pose toujours la question, quel budget va payer pour ce déploiement? Dans un marché comme le nôtre, c'est là où le
la gouvernance doit être dirigée par le gouvernement et ses différents programmes, et autrement ces plateformes perdront leurs droits. Pas seulement nous devons avoir une coordination, mais nous devons également avoir une coordination au niveau des ministères et une coordination nationale. En parlant de budget, c'est un problème, c'est une réalité de cette fragmentation et nous devons savoir qui doit payer, pourquoi. Et c'est un élément critique. Et c'est pour cette raison que cette standardisation est tellement importante sur comment vous pouvez exploiter cet écosystème qui existe déjà. Par exemple, nous avons un outil ICCM. Si nous introduisons un outil, vous avez déjà vous avez beaucoup d'équipements au Mozambique. Peut-être qu'on pourrait fusionner un outil de campagne avec les activités routinières portant sur la santé. Donc nous avons besoin d'un leadership stratégique et le ministère de la Santé pour éviter cette prolifération des programmes pilotes numériques qui peuvent mettre en danger cette pensée critique. Je suis tout à fait d'accord. Un autre élément que nous n'avons pas discuté est quand nous rassemblons ces différents outils, à quel point l'analyse de la donnée est compliquée. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de la pérennité, mais ceci est lié au fait que nous rassemblons, nous ramenons ces outils pour qu'ils puissent exploiter d'avoir de meilleurs résultats. Dès que nous avons 5 ou 6 différents outils, nous devons avoir une analyse transversale, de compiler toutes les informations. Les outils de campagne doivent être modernisés, doivent avoir des outils qui doivent l'appuyer. Je pense que c'est une question clé. Désolé. Nous n'avons plus de questions. Et puisque nous n'avons plus de questions, nous sommes presque à l'heure. On peut prendre une dernière question si vous voulez. Autrement, on pourrait terminer cette session. On va donner quelques secondes à l'auditoire pour poser une quelconque question. Nous avons une question. Si les outils sont limités, comment l'innovation peut-elle prendre effet ou peut-elle se produire? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça dépend ce que vous voulez dire par une limite ou limitation. Donc c'est là où c'est là où si votre outil est limité, c'est là où vous pouvez faire un partenariat. Fawcett MC, nous travaillons étroitement avec des mandés. Nous voulons construire potentiellement nous voulons mettre en place un outil robuste qui est plus dynamique, qui peut faire face aux campagnes, le déploiement de campagnes. Encore une fois, nous travaillons étroitement pour voir comment nous pouvons élaborer et renforcer ce que nous avons. Je ne pense pas qu'il devrait y avoir des limites. Nous devons juste être créatifs et être plus agiles en termes de ce qui existe déjà et comment il pourrait être exploité ou reconçu pour faire face aux exigences. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que nous devons avoir un équilibre entre l'innovation et la pérennité. Je pense que dans un environnement nigérian, le gouvernement va mettre les satellites et les outils doivent être, ou les normes, désolé, les normes, et tout doit être suivi. Si nous voulons que le gouvernement reprenne tous ces équipements, peut-être que ça serait un peu trop et s'attendre à ce que le gouvernement puisse s'approprier les outils avec le manque de ressources dont nous avons fait part. Donc à un certain moment, nous devons avoir une réactualisation des normes. Combien d'outils pouvons-nous avoir pour non seulement le gouvernement, mais également le partenaire? Et qu'est-ce que le gouvernement peut avoir en matière de partenariat? Qu'est-ce que le gouvernement peut avoir en appropriation? Désolé. Ce sont des domaines qu'il faut prendre en considération.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette note. J'aimerais vous remercier tous pour votre présence. Merci pour le partage d'expérience. Et merci également des questions de l'auditoire. Nous avons eu une conversation très fructueuse, pour moi en tout cas. Nous devons continuer cette conversation sur la conception de ces systèmes qui doivent être efficaces et pour qu'ils durent. Merci à vous tous. Un dernier chose, vous allez avoir un sondage. Si vous avez des questions, euh, vous pouvez toujours poser des questions. Merci beaucoup.